Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie d'ouvrir cette première édition de DEPAN & Connect. Hubert, si vous me le permettez, peut-être 2 mots très courts pour vous dire notre intention dans cette affaire. Évidemment, vous le savez, vous êtes au cœur. Le monde de l'immobilier et du bâtiment sont percutés par la mutation digitale. Mais ce qui est positif, c'est qu'ils intègrent cette nouvelle donne comme une formidable opportunité. Nous, de notre côté, comme groupe média, évidemment, le principe, c'est d'être à l'affût des tendances, à l'écoute du marché, et puis de se réinventer continuellement. Nous voulons construire des formats qui sont des formats adaptés à vos besoins, si possible, dans l'air du temps. C'est ça, c'est notre ambition, c'est l'ambition de Midi Events, dirigée par Jean-Marc André, que je salue. C'est l'objet de ces 2 journées, DEPAN & Connect, que vous a décrit Hubert. L'important, c'est qu'elles initient, elles démarrent un positionnement spécifique, adapté au contexte et toujours tourné vers l'offre de solutions. Alors évidemment, ça, nous le faisons grâce à vous et puis surtout grâce à nos partenaires. Je voudrais vraiment les remercier, dire que nous avons initié depuis quelque temps déjà un partenariat très constructif, très fort. C'est la French PropTech, la Smart Building Alliance. Je salue la présence des présidents, des vice-présidents de toutes ces entités. Et puis, cela nous a permis également d'établir une première collaboration avec le cluster des entreprises du numérique de l'Occitanie, Digital 113. Les 20 offreurs de solutions que vous avez cités tout à l'heure offrent un large spectre. Ça va depuis la start-up jusqu'au grand groupe comme Connaît. Vous allez pouvoir échanger. On a commencé de le faire tout à l'heure à l'extérieur dans le parc avec plaisir. Profitez de cette journée pour échanger, pour retrouver le plaisir de l'échange direct. C'est vraiment notre proposition aujourd'hui. Et puis restez jusqu'à cet après-midi pour un Labimo exceptionnel qui boucle 1 an de démarrage du Labimo, puisque Michael Delafosse avait inauguré le Labimo l'an dernier. Le 8 juillet. Donc c'était il y a 1 an. Le 8 juillet, c'était il y a 1 an, effectivement. Exact. Sans plus attendre, passe à l'immobilier de demain. Ouais, merci. Merci à tous. Merci Claire, on peut l'applaudir. On est en présentiel, là on peut à nouveau applaudir les intervenants. Emmanuel Mouton, président de Digital 113, là aussi pour quelques mots d'introduction. Merci Bonjour. beaucoup Hubert, merci Claire, donc surtout de nous accueillir ici au Midi Libre, dans un événement physique. Quand même quel plaisir de se retrouver physiquement, même si vous êtes à distance. Donc c'est un bel événement. Franchement, quand même, d'arriver à regrouper le monde de l'immobilier, le monde du numérique et les médias, c'est qu'en Occitanie qu'on peut arriver à faire ça. Quand même, je pense qu'on peut s'enorgueillir d'arriver à la transformation numérique, vous en avez parlé. Et donc, c'est vrai qu'elle est au cœur du cluster Digital 113, puisqu'on fédère plus de 320 membres à Digital 113 autour de toute l'Occitanie dans cette transformation numérique. Et aujourd'hui, on va parler de l'immobilier, du bâtiment et de la transformation numérique du bâtiment. Il est normal d'arriver ensemble avec nos partenaires, donc avec des partenaires métiers comme la CAPEB, comme la Fédération française du bâtiment, la SBA, PropTech, d'arriver ensemble à trouver les solutions pour accompagner les professionnels à cette transformation. Et dans le numérique, on sait que c'est complexe le numérique, on sait que la transformation apporte des changements, apporte des peurs. Et donc aujourd'hui, justement, c'est l'occasion de comprendre que le numérique peut être des opportunités, comme on l'avait dit, et de lever ces peurs. Donc n'hésitez pas à échanger avec les professionnels, rencontrer ces professionnels pour voir les solutions qu'ils proposent, des solutions réelles, concrètes, déjà déployées, qui peuvent rassurer et montrer que c'est un changement pour ce secteur de l'immobilier, mais surtout, on peut montrer qu'en Occitanie, on est innovant, on sait se transformer et on sait surtout collaborer ensemble. Et on montre encore aujourd'hui que la collaboration, c'est le nerf de la guerre pour une réussite et des projets de réussite. Donc en tout cas, c'est une journée qu'on veut complète. Donc merci à tous. Et bonne journée. Non, attendez, juste quand même une question sur le Digital is Future, votre premier cycle avec de réflexion, cette espèce de think tank à Digital 113 sur tout ce premier semestre, ça a apporté justement avec sur le bâtiment. Merci Hubert. Sur le bâtiment. Oublié. Heureusement, c'est un petit peu
faut toujours un C'est bon un petit peu journaliste l'info. avec nous. Hein, Oui, quand pour même. l'info essentielle. Mais j'en sais pas plus en fait. Juste, juste que Business Maker aujourd'hui il a conclu ce cycle, puisque Alors, Business Maker, exactement. comme son nom l'indique, c'est pour générer du business, mais enfin ça vient pas comme ça Alors, de pourquoi nulle part. Il y a Voilà, une c'est ça. démarche. Juste en 2 mots, vous C'est pouvez ça. la. En Ouais. 2 mots alors. Donc pourquoi on a fait cet événement aujourd'hui qui s'appelle Business Maker, qui est la rencontre du business et des solutions et des offreurs de solutions avec les donneurs d'ordre. C'est un cycle qu'on a initié chez Digital Centré qui s'appelle Digital et Futur, qui est un programme pendant 3 mois sur une filière métier, donc bâtiment et immobilier, d'arriver à accompagner, à comprendre déjà les enjeux, les verrous, les peurs de ce secteur d'activité et d'arriver à montrer des solutions. Donc pendant 3 mois, on a fait des conférences en ligne, en physique, sur différentes thématiques. Et ça conclut. Et aujourd'hui, on conclut finalement tout le cycle de comprendre l'enjeu d'une filière, proposer des solutions, montrer et avoir des perspectives de ce que le numérique peut apporter, voir après des aspects aussi plutôt techniques sur ceux qui veulent entrer sur qu'est-ce que l'IoT pour le bâtiment, qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour le bâtiment, qu'est-ce que je dirais la valorisation de la donnée, la cybersécurité. Vous voyez tous ces aspects-là qu'on retrouve dans le numérique. Là, on les a dédiés au monde du bâtiment pour apporter des solutions concrètes. C'est ça un peu. Et exactement, et cette démarche-là, on l'avait déjà initiée dans Agri et Agro, donc dans l'agriculture, et on continue dans la santé donc à partir de septembre. On va ensuite dans l'énergie, donc chaque secteur d'activité, on va les accompagner comme ça à se transformer, parce que c'est notre rôle en fait d'acteur du numérique. C'est 16 000 emplois ici en Occitanie, quand même, le numérique, plus de 320 entreprises. Donc on a des pépites, on a des savoir-faire, on a quand même des gens qui sont d'exception. N'allez pas chercher ailleurs ce qu'on a juste à côté. C'est important pour l'empreinte carbone de ne pas aller trop loin. Merci Emmanuel, on peut l'applaudir également. Merci Hubert d'avoir appelé. Merci. Claire, vous pouvez rester bien sûr avec nous, enfin, vous faites comme vous pouvez et comme vous voulez. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec la conférence d'ouverture de ce double salon. J'en rappelle le thème, le renouveau de l'immobilier par le digital, avec pour en parler, donc on sera 7 en tout, enfin 7 avec moi et 6 intervenants. Donc pour en parler, Abdel Hammer, qui est ici. Bonjour Abdel, vous êtes gérant de l'agence immobilière et syndic de copropriété AJL Immobilier et Domitim, et aussi président du Cobati Montpellier Méditerranée. Gilles Nguala en face de moi. Bonjour Monsieur Nguala, bonjour Gilles, vous êtes professeur de marketing à l'Institut Montpellier Management et co-titulaire de la chaire CITUS sur les usages et pratiques de la ville intelligente. Je précise que Montpellier Méditerranée Métropole est le partenaire principal de cette chaire. Amaury Pitrou, juste à côté de moi, vous êtes directeur général de Wizom à Saint-Quentin-en-Yvelines. Wizom qui est une filiale de Bouygues Construction positionnée sur 3 business, je le dis rapidement, intégrateur et installateur d'équipements connectés, opérateur de réseaux bâtimentaires, éditeur de plateformes logicielles à usage des occupants, des mainteneurs et de toutes les parties prenantes d'un quartier. On est bon, donc ça c'est les 3 intervenants à mes côtés sur le plateau, en grand témoin face à nous. Donc on attend, je crois, Emmanuel François, c'est vous finalement, François Xavier, d'accord. Je m'adapte. Ok. On est fin juin, on est dans la bonne humeur. Donc François Xavier Geland, et du coup j'ai votre titre, vous êtes vice-président de la SBA. Dites votre titre au micro s'il vous plaît. François Xavier Geland, vous êtes ouais. D'accord, parfait. Merci, merci François Xavier. Michael Lalande, bonjour Michael, cofondateur et vice-président de la French PropTech et dirigeant d'Idealis à Montpellier. Idealis qui est un éditeur de logiciels Smart City, Smart Building et Smart Parking. Et Emmanuel Mouton, donc, qu'on ne présente plus, président de Digital 113 et PDG de Synox, éditeur de plateforme et intégrateur de solutions IoT. Mesdames,
Désolé, il n'y a pas trop de femmes sur le plateau. Ça pose peut-être la question de la féminisation des questions du bâtiment et du numérique. Mais c'est pas ça fera une autre table ronde, si vous voulez. Voilà. Mais bon, enfin, je le disais, difficile de ne pas le dire. Messieurs, on va... alors, l'idée de cette table ronde, on a un délai de grâce de 1 heure. Hein, c'était 3/4 d'heure, on a 1 heure finalement, mais je vous demanderai quand même de faire des réponses aussi courtes que précises, parce que vous êtes 6 et on a 1 heure, donc le timing est un peu serré. Le grand thème, c'est quoi? C'est comment les grands groupes de l'immobilier, les constructeurs et promoteurs font évoluer leurs projets, leurs offres au regard des opportunités liées au numérique. En gros, c'est ce dont on va parler ce matin. Je vous propose 3 grands thèmes. On va commencer par les attentes des usagers, si vous le voulez bien. Il me semble que c'est un thème assez central. Qu'est-ce qu'attendent les gens, finalement, les habitants? Qu'est-ce qu'on attend, nous, en tant que consommateurs, que clients, du numérique dans un logement, dans un bâtiment? Je vous propose donc de partir là-dessus. Michael Lalande, pour la French PropTech, en tant que vice-président de la French PropTech et dirigeant d'Idealis, quelles attentes principales des usagers vous identifiez? Qu'est-ce qui remonte en fait du marché? Ouais, alors en fait là vous vous levez à chaque fois que vous intervenez, voilà. Comme ça vous êtes dans le champ des caméras. Je suis dans le champ et je crois que le monsieur m'a dit c'est la caméra voilà. qui est là. D'accord. Bonjour caméra. Donc réponse plutôt courte, hein. Voilà, plutôt courte. Donc merci. Parce que je sais qu'ils sont tous bavards, donc voilà. C'est pas moi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et donc merci Hubert, effectivement. Donc moi je représente la French PropTech, donc qui est une association nationale donc qui regroupe les startups de l'immobilier. Et la question est pertinente pour nous puisque effectivement l'un de nos gros axes c'est les usages et puisque les startups qui représentent donc la French PropTech aujourd'hui c'est à peu près 200 startups, on a dépassé la barre des 200 au niveau national, travaillent principalement sur les usages. Donc aujourd'hui on a pu quantifier, on va dire, un certain nombre d'items et de verticales, comme le disait Emmanuel au niveau de Digital Centré, ce qui a verticalisé certains secteurs. Au niveau des usages, c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que dans l'usage, on va avoir dans l'immobilier la PropTech, donc qui couvre toute la chaîne immobilière. On va commencer par les actes d'achat, ça va partir chez les notaires, dans les agences, enfin tout ce qui va être en phase amont, commercialisation avec la signature électronique, enfin énormément de choses qui se sont développées avec notamment le Covid, l'impossibilité de bouger. Enfin là, vous en parlerez mieux que moi. Mais en gros, il y a toute cette partie-là, toute une partie de conception, puisque maintenant la conception est nouvelle, il faut s'adapter aux usages. On parlait de parking tout à l'heure. Aujourd'hui, les 2 ou 3 voitures par foyer, c'est plus la réalité dans une grande métropole. On va couvrir en fait tout ce spectre. Donc la construction, derrière la partie mise en exploitation des bâtiments, jusqu'à la gestion de syndic ou de property, qui elle aussi a énormément évolué. Donc dans les usages aujourd'hui, ce qu'attendent les gens, c'est de la praticité, c'est de la flexibilité et c'est surtout de l'adaptabilité à leurs besoins concrets, qui soient, comme je disais, sur la mobilité, l'énergie, la qualité de vie, le vivre ensemble. Enfin, tout ça, c'est ce qui draine maintenant, entre guillemets, cette évolution. Tout le travail qui est fait au niveau de Digital 113 ou de la SBA va dans ce sens aussi, d'être capable d'avoir des bâtiments qui offrent ces capacités d'usage et après d'exploiter des populations et des communautés qui vont les utiliser. Merci, Michael. Amaury, l'une des attentes fortes aussi, c'est que le numérique puisse permettre à un bâtiment de s'inscrire dans la transition énergétique. Ça, c'est une attente forte. Ça, c'est effectivement une attente forte. Comme le disait Michael, aujourd'hui, le digital est en train de bousculer le bâtiment. On voit que la digitalisation des processus bâtimentaires sont en cours, effectivement, avec 3 phases. La phase de construction, la phase d'exploitation et puis la phase de déconstruction, qui est aussi un des éléments importants au niveau du bâtiment. Et on voit qu'aujourd'hui, un des gros drivers, c'est cette transition énergétique. Et en fait, la promesse, c'est de se dire un bâtiment va s'insérer dans un écosystème et l'utilisateur va avoir capacité à interagir avec l'écosystème, va pouvoir savoir ce que consomme le bâtiment, c'est-à-dire la capacité à fournir un tableau de bord, la capacité à fournir une intelligence artificielle qui va être capable de régir, alors régir avec des données internes au bâtiment, mais aussi avec des données externes, c'est-à-dire qu'en fonction de la météo, en fonction du positionnement, on va dire, du bâtiment, je vais être capable d'apporter les calories, par exemple, nécessaires et suffisantes
dans le bâtiment et donc réduire les émissions des gaz à effet de serre. On a aussi un sujet très important au niveau d'usage sur le reste à vivre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est pas capable de programmer un bâtiment par rapport à une dépense planifiée. C'est de se dire mon bâtiment doit consommer l'équivalent de 100 € par mois de chauffage. La promesse du digital, c'est de simplifier l'interface avec l'utilisateur, de préprogrammer par exemple une dépense que l'on souhaite ou qui est contrainte, et de faire en sorte que le bâtiment s'adapte à cette contrainte et s'autorégule pour, en tout cas, suivre les indications de l'usager. Emmanuel Mouton, un autre enjeu du numérique, tout simplement, un enjeu, c'est trop vague, une autre attente des habitants, tout simplement, c'est que ça soit intuitif aussi. Ça, vous insistez là-dessus. Hein. Oui, alors ce qu'on insiste, c'est que le numérique aussi s'est évolué et les logiciels, les applications, les outils pouvaient sembler complexes. Maintenant, l'objectif, c'est que ces outils soient le plus simple possible d'utilisation, le plus intuitif, le plus ergonomique. Et c'est ce qu'on appelle en fait dans le numérique l'expérience finalement utilisateur. C'est d'impliquer complètement l'usager, l'utilisateur dans les logiciels, dans la conception. Et en fait, les meilleurs outils numériques qui soient, c'est ceux qu'on ne sait pas qu'ils existent, en fait, qu'on ne voit pas. Donc une gestion de confort, une gestion d'usage, quand une porte s'ouvre toute seule, quand ça se régule de manière automatique, on croit que c'est naturel, mais bon, il y a beaucoup de complexité numérique derrière, on parle de beaucoup de données, de remontées, mais l'enjeu, il est là pour les utilisateurs, c'est que l'outil soit un accompagnant et pas une contrainte. On ne doit pas être formé sur l'outil, ça doit être simple. C'est ça, quand on parle d'intuitivité, c'est que finalement, comme l'iPhone, vous n'avez pas de formation sur l'iPhone pour l'utiliser. Et bien donc, dans le bâtiment, il faut que ce soit un iPhone du bâtiment. Gilles Nguala, justement, comment vous réagissez à ça? C'est pas toujours finalement simple. Pour tout le monde, c'est pas intuitif. Pour tout le monde, il y a l'enjeu de l'inclusion numérique et du numérique pour tous. Qu'est-ce qu'en pense l'universitaire que vous êtes? Alors, c'est l'universitaire et le marketeur qui va parler. Je crois que la technologie n'est pas, de toute façon, et on sera tous convaincus de ça, une fin en soi. La technologie, c'est un support de service, c'est un support de qualité de vie. Et donc, l'enjeu principal, c'est de créer de la valeur pour les utilisateurs finaux de ces technologies, mais plus globalement aujourd'hui pour les habitants. Il faut que cela apporte de la valeur pour les gens, à la fois bien sûr des bénéfices d'utilité et de praticité, mais au-delà de ça, une meilleure qualité de vie, un meilleur plaisir d'habiter ces logements-là. Et en d'autres termes, c'est vrai que la chaire Situs se place forcément et toujours du côté de l'habitant, du résident, et essaie de comprendre un petit peu comment ces technologies s'incluent dans les expériences, s'intègrent dans les expériences et permettent de les enrichir, ces expériences d'habiter, en tenant compte à la fois effectivement de cette question du numérique, mais comme vous l'avez dit, cette question aussi plus écologique, puisque le bâtiment, c'est une unité particulière dans une ville qui se transforme à la fois sur un plan numérique, mais aussi sur un plan écologique. Et on doit accompagner effectivement les comportements des gens et ces changements globaux, à la fois du côté des offreurs, mais aussi du côté des habitants. Et c'est là l'enjeu qui est un enjeu pas seulement technologique ou pas seulement marketing, mais qui est un enjeu, presque culturel. Il faut changer de culture dans ce domaine-là. Il y a l'enjeu de la connexion du logement, du bâtiment avec le reste de la ville. Ça, c'est un enjeu fort. Alors, c'est un enjeu fort. Alors, c'est ce que. Et qui n'est pas toujours, c'est pas toujours le cas. En fait. Alors, c'est pas toujours le cas. Et effectivement, dans une logique d'offreur, on a souvent des silos. Chacun est dans son métier, chacun est dans son organisation, ceux qui s'occupent de la mobilité, de la santé et de différents domaines. Alors que finalement, un habitant ne se pose pas les questions de cette manière-là. La question qui se pose, c'est comment je peux mieux vivre dans mon appartement, comment je peux finalement mieux gérer ma santé, comment je peux mieux gérer ma mobilité, comment je peux peut-être me passer d'un véhicule et partager mon parking, etc. Et donc, en d'autres termes, c'est vrai qu'on a souvent, et c'est pas le seul secteur, le domaine du bâtiment, mais on a souvent une orientation producteur, alors qu'il faudrait avoir une orientation utilisateurs, citoyens, individus, et c'est ce changement. C'est pour ça que j'ai commencé par les utilisateurs justement de la table ronde. Mais ouais, ok. Bien, merci Gilles.
François-Xavier Geland pour la Smart Buildings Alliance, justement, en restant centré sur les utilisateurs, si vous le voulez bien, comment faire en sorte que le citoyen soit peut-être davantage impliqué, davantage co-acteur de la Smart City, qu'il ne l'est aujourd'hui, qu'il soit copropriétaire des communs? En fait, on considère le bâtiment, on livre un logement sans du tout penser à la personne qui habite dedans. Donc là, on doit complètement changer notre façon de fabriquer la ville, hein, de réfléchir à ce qu'on va mettre dans ces bâtiments, à l'expérience, hein, j'aime beaucoup le mot expérience, c'est-à-dire la continuité entre je suis chez moi, je suis au travail, je suis dans la mobilité, etc. C'est la fabrique avec le citoyen. Et je salue ce qui se fait aujourd'hui dans la métropole, hein. C'est assez symbolique que cet événement ait lieu ici à Montpellier, où clairement on a dans tous les process de fabrique de cette ville intégré le citoyen en amont dans la réflexion. Et à partir du moment où on va réfléchir avec lui, on va créer, que ce soit au niveau de son logement, mais aussi au niveau des applications, au niveau des logiciels, au niveau des plateformes, quelque chose d'utile en fait. C'est-à-dire quand on parle de domotique, de connecté, de GTB, on perd tout le monde en fait. Personne n'a envie d'avoir ça chez lui. Alors que quand on va réfléchir en termes d'usage, bon bah voilà, à quoi ça sert? On va réfléchir en termes de personnalisation, parce que dans un bâtiment, vous allez avoir, je sais pas, 100 familles, 100 besoins différents. Et donc on va adapter grâce au numérique, donc le numérique n'est pas une fin en soi, c'est grâce au numérique, on va adapter ces logements, ces bâtiments, toute l'expérience de ces citoyens à leurs besoins particuliers. Donc si je suis senior, si je suis en fauteuil, si je suis geek, si je ne suis pas geek du tout, je dois avoir un accompagnement, je dois avoir quelqu'un qui va m'aider grâce au numérique à mieux vivre, avec plus de confort, plus de sécurité, à mieux intégrer les nouveaux services. On parlait de, je sais pas moi, tout ce qui est lié à la mobilité, à la recharge des véhicules. On peut parler, je sais pas, de livraison de colis. On a vu avec le confinement qu'on a une nouvelle façon de vivre dans nos logements. Bah, tout ça, c'est de l'agilité en fait. Le bâtiment, c'est l'inverse. Le bâtiment, c'est du béton et on ne change rien. Le numérique, c'est on adapte ce béton, on adapte nos logements, on adapte notre expérience à nos besoins réels. Et là, c'est ce qui se fait ici. Et je pense que grâce à cette expérience, ça va irriguer d'autres métropoles, ça va irriguer d'autres façons d'intégrer, d'inclure. Je pense qu'il y a un thème d'inclusion aussi. Hein. Le numérique, il est souvent considéré pour les geeks et les CSP++. C'est pas ça la vraie vie. Hein. La vraie vie, c'est tout le monde, monsieur, madame Michu, tout le monde doit avoir accès à ces services. Vous citiez la métropole de Montpellier en exemple, mais c'est toujours intéressant d'avoir un regard croisé depuis, avec une vision nationale comme la vôtre. Pourquoi vous la citez en exemple? Là, vous avez été gentil, on est à Montpellier. Ouais, d'accord, mais pourquoi plus concrètement? Qu'est-ce qui distingue la métropole de Montpellier des autres, même si les autres ont plein d'événements? Il fait 1m90 et j'ai un peu peur. Non, mais même si les autres métropoles ont plein d'actualités, évidemment, il n'y a pas que Montpellier sur Terre, mais qu'est-ce qui distingue la métropole de Montpellier en termes de Smart City d'après vous, d'après votre regard national? C'est intéressant. Sincèrement, c'est-à-dire que je ne dis pas Soyons ça à chaque sincères, conférence et je ne suis pas voilà. là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis extrêmement sincère. On a regardé, nous, les cahiers des charges, on a regardé la façon dont on aborde les nouvelles ZAC. Hein. Il y a une vision, en fait. Voilà, ça part de la vision politique. Si ça ne part pas de la vision politique, on va faire du superficiel. En fait. Donc là, il y a une vraie vision qui est de dire il y a un besoin d'étendre cette ville. Il y a une opportunité de se rapprocher de la mer. Il y a une opportunité de créer des nouvelles ZAC, ce qui n'est pas vrai dans d'autres métropoles. Hein. Quelques-unes. Quelques-unes. Voilà, la ville ne s'étendra pas trop. Mais enfin, je ne suis pas maire de Montpellier. On ne laisse pas les opérateurs faire ce qu'ils veulent en fait. La vision politique, elle indique, elle trace un chemin et elle dit voilà la façon dont on voit la ville demain, voilà les services qu'on veut mettre en œuvre dans ces nouvelles ZAC. Et je crois que Michael Delafosse cet après-midi nous expliquera que ce n'est pas que dans ces nouvelles ZAC, c'est-à-dire que les services qu'on va avoir dans ces nouvelles ZAC doivent également se retrouver quand c'est possible dans d'autres endroits de la ville, dans des rénovations, dans des bâtiments qu'on va améliorer. Et à partir de cette vision, on va donner des clés aux opérateurs, que ce soit des promoteurs, des bailleurs,
pour dire n'essayez pas de tout faire. On n'est pas dans une surenchère de technologie. On veut juste préparer l'avenir. On n'a aucune idée des services qu'on aura dans ces bâtiments et dans cette ville dans 5 ans. Donc ça ne sert à rien de suréquiper nos bâtiments. Avec des enjeux de standardisation, mais on en parlera bien sûr, tout à l'heure. on va standardiser et on va juste faire le minimum pour que ces bâtiments puissent évoluer sereinement au fil du temps. D'accord. Merci. Abdelhammer, donc vous avez la vision syndic de copropriété, agent immobilier. La même question, on est toujours sur le même thème. Quelles sont les attentes digitales nouvelles des habitants, peut-être avec votre vision aussi copropriété, parfois des copropriétés un peu anciennes pour certaines. Quelles sont les demandes que vous voyez aujourd'hui passer dans les assemblées générales de copropriété relatives au digital, donc que vous n'aviez pas peut-être il y a 2, 3 ans ou 5 ans? C'est quoi les demandes nouvelles en fait? Alors, bonjour. Alors les demandes. Parlez bien dans le micro. Ouais. Les demandes sont bien sûr nombreuses et diverses. Monsieur disait tout à l'heure que dans une résidence, vous avez 110 logements, donc 110 personnes différentes, les demandes aussi nombreuses. Mais ce qui semble évident pour un grand nombre d'entre nous aujourd'hui, c'est Internet avant tout et le haut débit. Ça, c'est une priorité parce que ça s'est accentué avec le confinement, le télétravail, etc. Aujourd'hui, la demande est très forte concernant l'information à temps réel. Ça, c'est une importance capitale. On veut connaître rapidement la vie de sa résidence, les informations relatives à celle-ci. Donc voilà, il y a cette forte demande concernant l'information immédiate et le numérique aujourd'hui nous le permet. On veut également pouvoir, au niveau de la domotique, gérer ses consommations à distance, fermer ses volets, déclencher la clim. Voilà. Tout ça aujourd'hui, c'est des demandes qui reviennent fréquemment. Et malheureusement, pour certaines résidences anciennes, dans les années 70, ça se complique un peu. Pourquoi ? Les immeubles à l'époque n'étaient pas équipés. Ou malheureusement, généralement, on a un certain temps d'avance dans le bâtiment, mais dans les années 70, ça ne se faisait pas beaucoup. Aujourd'hui, quand vous avez... Il y a des questions de coût, tout simplement. Oui, aujourd'hui, voilà. Alors, il va y avoir à un moment une obligation de réaliser ces travaux, même avec un coût certain, parce que les gens aujourd'hui sont de plus en plus connectés. Et si on ne réalise pas ces travaux, si on ne va pas dans ce sens, ça va se compliquer. Les gens auront tendance à ne pas trop, à se diriger vers des immeubles connectés. Ça, c'est une évidence. Et malheureusement, on risque de faire Parlez bien dans le micro. Vous êtes fâché avec le micro. On va faire Posez-le sur votre menton. Voilà. Comme je fais. On va faire des résidences fantômes à la limite dans l'avenir. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire il y a des copropriétés qui ont peur de devenir fantômes ou d'être déclassées ou de disparaître des radars. C'est ce que vous me disiez dans l'entretien qu'on a eu avant. Là, et c'est important de le rappeler, ça. Mais tout à fait. Et en fait, il y a des coûts en face, mais il y a un combat en fait, qui est un peu en train de se mener en interne dans ces copropriétés. Et puis il y a un conflit de génération, il faut l'avouer également. Dans les résidences des années 70, ce sont des propriétaires qui ont été réticents un peu à tout ce qui était technologie numérique. Nous-mêmes, professionnels de l'immobilier, nous avons été réticents à toute cette technologie. Et aujourd'hui, quand vous prenez un jeune couple, les jeunes étudiants, que ce soit en location, à l'acquisition, quand on veut accéder à un appartement, la priorité, c'est est-ce qu'Internet et le haut débit sont fonctionnels? Est-ce que toute cette domotique, cette technologie est existante? Donc à un moment, il va falloir que toutes ces résidences et que les propriétaires, lors des AG, votent ces modifications ou ces améliorations en tout cas. Et sur le tertiaire, je ne parle pas du tertiaire neuf qui évidemment offre beaucoup de services digitaux, mais le tertiaire de seconde main, quelles sont les rénovations numériques les plus demandées? Alors, Abdel ou un autre aussi, ou un autre de la table ronde. Allez-y Abdel, allez-y. Qu'est-ce que vous constatez? C'est quoi les demandes aujourd'hui sur le marché de seconde main? Aujourd'hui, c'est l'amélioration, bien sûr, de ce qui existe déjà, bien évidemment. Concrètement, ça peut être quoi? Alors, je ne sais pas, moi je dis que la technologie doit être au service de l'humain pour nous permettre à nous, en tout cas, de faire notre métier, tout simplement. Mais ça, je laisse les professionnels nous améliorer leur... Tu veux que je réponde, Hubert? Bien sûr, Emmanuel, sur le tertiaire, c'est beaucoup sur la gestion de l'énergie, donc la consommation d'électricité. Donc on connecte des compteurs. On connecte des compteurs d'eau aussi, donc détection de fuite par exemple. Donc ça, c'est les premières choses qui se font dans le côté tertiaire. Et maintenant, on voit de plus en plus aussi la qualité d'air.
parce que c'est des capteurs qui peuvent être mis sur de la rénovation facilement, sans pile, sans fil, sans grosse rénovation. Donc voilà, c'est ce qu'on voit sur le tertiaire de plus en plus. Mickaël ? C'était ce que disait donc Emmanuel. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte politique et économique qui est derrière. Donc il y a des normes, des lois. Enfin, tout le monde a entendu parler de la réglementation environnementale 2020, le décret tertiaire. Enfin, c'est des choses aussi. Et là, pour rejoindre Abdel dessus, c'est tout simplement, il va falloir inciter les gens. Et pour inciter les gens, c'est ce que met en place l'État, MaPrimeRénov', enfin tout ce qui va toucher en fait à la capacité d'accompagner financièrement ces copros, parce qu'il y a une vraie problématique financière, parce que dès qu'on commence à parler travaux, dès qu'on commence à parler isolation, par l'extérieur, par l'intérieur, enfin système de chaufferie, on parle en dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour des bâtiments. Donc et ça peut avoir un impact qui est extrêmement important. Et c'est là où justement, et je rejoins entre guillemets tous les intervenants qui sont là, le bâtiment, structurellement, c'est quelque chose de figé. Alors que l'homme, et là c'est sociologique, et c'est lié à nos villes, c'est lié aux gens et à comment ils veulent interagir, ça doit être mobile et ça doit évoluer. Donc c'est là où justement des acteurs comme nous, comme Emmanuel, enfin la SBA, enfin les deux Emmanuel du coup Digital 113 et SBA. On accueille Emmanuel François, voilà, le président de la SBA qui vient d'arriver. Bonjour. C'est ça, c'est tout ce travail justement pour et ça c'est un des leitmotifs de la French PropTech, d'hybrider les acteurs de l'immobilier pour justement être capables d'apporter en rapport avec les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques, les industriels, une solution qui soit adaptée à chaque bâtiment et surtout à chaque individu. Parce qu'un bâtiment, oui, c'est du moellon, c'est des R+8, c'est ainsi de suite, mais c'est avant tout une communauté humaine qui est regroupée dans une copropriété. Et voilà. Merci. Et oui. Oui, alors sur le tertiaire, pour conclure là-dessus, pour répondre sur la partie tertiaire, effectivement, un bâtiment aujourd'hui doit s'insérer dans un écosystème. L'écosystème, il est lui-même en évolution, c'est-à-dire qu'on a de nouveaux usages qui arrivent dans l'écosystème, on a de nouveaux usages qui arrivent au niveau du bâtiment, et donc il faut avoir cette capacité à pivoter au niveau des usages. Je prendrai un exemple tout simple, c'est le Covid. Vous avez aujourd'hui des gestionnaires d'immeubles qui étaient absolument incapables de reprogrammer des immeubles. La promesse du digital, c'est de dire, voilà, vous devez pivoter rapidement. Vous devez changer radicalement l'usage du bâtiment et vous êtes capable d'appliquer un profil d'usage à l'ensemble des bâtiments au même moment. Un autre élément aussi, c'est l'hybridation des usages. Vous avez des bâtiments aujourd'hui, notamment du tertiaire, qui sont utilisés 30% du temps. La promesse du digital, c'est de se dire, ces bâtiments, peut-être que le week-end, on pourrait les utiliser comme des boutiques éphémères. Et donc, comment extrêmement rapidement reprogrammer en fait le bâti pour changer l'usage. Hein, donc cette notion, le digital évidemment, voilà, cette notion d'être capable de pivoter très rapidement un usage, ça c'est une des prouesses numériques. Et tout à l'heure je parlais comment dirais-je, d'une théorie un peu darwinienne, c'est-à-dire le bâtiment qui s'insère dans l'écosystème avec des usages qui évoluent autour. Il faut aussi que le bâtiment, on soit capable de créer un pont sur le monde extérieur, c'est-à-dire que les données de la ville vont enrichir la manière dont le bâtiment va se comporter, qui par truchement vont impacter l'utilisateur. Et donc on est sur une démarche qui est vraiment une démarche d'inclusivité. On va réduire la fracture sociale avec l'environnement adjacent, on va s'interfacer avec les commerces pour générer des revenus supplémentaires, on va permettre à l'usager de pouvoir contrôler des paramètres de bien-être. Donc on va aussi faire en sorte que un employé ait moins d'absentéisme et donc ait envie de venir travailler le matin dans un bâtiment moderne avec un retour finalement sur ce qui s'y passe et sur ce qui se passe dans l'environnement adjacent. D'accord. Merci. Ça fait la transition avec la deuxième partie que je vous propose. On a décortiqué un peu l'évolution des attentes des usagers, que ce soit des habitants, là un peu du tertiaire à la fin. Là, comment les promoteurs, les constructeurs font évoluer leurs offres. Vous en avez un peu parlé déjà dans cette première partie. Emmanuel François, bonjour, merci de nous rejoindre pour la SBA, pour la Smart Buildings Alliance que vous présidez. Comment les promoteurs font évoluer leurs offres, mais pourquoi en fait ils doivent faire évoluer leurs offres dans un premier temps? Pourquoi le bâtiment connecté devient, d'après vous, je crois, un prérequis? Bon, évidemment, vous prêchez pour votre paroisse, vous allez me dire, je vais vous dire, mais il y a quand même, ça devient un prérequis pour l'optimisation de plein de choses, de l'énergie, de l'eau, des espaces. Amaury vient d'en parler. Il n'y a plus le choix, en fait. Il n'y a plus le choix, en fait. Voilà, en quelque sorte. C'est ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, en fait, c'est pas comment, c'est pourquoi.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a encore des promoteurs qui hésitent et qui pensent que plutôt que de faire un bâtiment connecté, je vais offrir la cuisine. Mais non, c'est d'abord le bâtiment doit être connecté, mais effectivement, suivant les préconisations de la SBA, et on n'est pas là pour pousser un système ou que sais-je, c'est simplement pour parler de mutualisation des infrastructures, mutualisation des systèmes, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une approche verticale, mais dans une approche transversale, ce qui permet donc d'optimiser tous les investissements. Et ça, si vous voulez, je le dis, c'est révolutionnaire. Toutes nos organisations sont verticales. La mairie de Montpellier, vous verrez, tout est vertical. Toutes les villes ont une organisation verticale. Même les promoteurs, la maîtrise d'œuvre est verticale. Alors que le numérique est transversal. Et si on veut tirer la quintessence du numérique, effectivement, il faut avoir cette approche transversale. Et donc prendre des systèmes ouverts, interopérables, mutualiser l'infrastructure. Et en fait, cette infrastructure numérique, c'est le prérequis numéro 1. En fait, il y a 120 ans, on a déployé l'électricité dans le monde. Eh bien, aujourd'hui, l'enjeu numéro 1 à l'échelle de la planète, c'est de déployer cette infrastructure numérique dans tous les bâtiments et dans toutes les villes. Et maintenant, pour répondre à votre question, bien entendu, pourquoi déployer? Qu'est-ce que ça va amener? Bien, tout à l'heure, tu l'as dit, les bâtiments sont figés. Mais c'est fini, ça. C'est fini. En fait, nous-mêmes, on n'est plus figés du tout. Nos activités sont en train de changer. Elles changent. On ne travaille plus pareil, on ne soigne plus pareil, on n'enseigne plus pareil, on ne va plus se loger pareil. On est sur de l'hybridation, vous l'avez dit. Eh bien, les bâtiments doivent être hybrides. Et pour accompagner cette hybridation, il faut effectivement le numérique, il faut pouvoir partager. Alors maintenant, il se passe quelque chose, une vraie mutation qui est encore plus importante, c'est la mutation énergétique. Énergétique pour les bâtiments, mais énergétique aussi de la mobilité. Et la mobilité est en train, dans les 10 prochaines années, de passer d'une mobilité thermique à une mobilité motricité électrique. Et donc la mobilité devient de fait un objet connecté du bâtiment. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est plus sur le trottoir. Elle va s'alimenter dans les bâtiments. Et ça, c'est dans l'espace de 10 ans. C'est juste énorme. Ça veut dire que tous les bâtiments de France, mais même dans le monde, doivent se préparer à accueillir cette mobilité électrique. Et bien entendu, ça ne pourra se faire que sans numérique. Ça ne marchera pas sinon. Déjà dans 3 ans, je vous le dis, on aura à peu près, que je ne dise pas de bêtises, plus de 2 millions de véhicules électriques en circulation. Ça représente 15% de la production énergétique française. Bien entendu, EDF va vous dire, on sait l'absorber. Oui, le réseau sait l'absorber, mais ne sait pas l'absorber en période de pointe. C'est-à-dire que si tous les habitants, tous les usagers, et ce qui risque d'être le cas, quand ils rentrent à 18 h le soir, rechargent leur véhicule, en même temps lancent la télé, le four, la machine à laver, ça plante. Et pour ça, effectivement, comme on est dans des systèmes multi-réseau, multi-énergie, ce n'est pas un seul compteur qui va gérer ça à l'échelle de la planète, enfin de la planète de la France. Effectivement, il faut cette infrastructure numérique, des applications. Et c'est pour vous dire, aujourd'hui, on n'a pas le choix. On a fait le lancement de R2S for Mobility, était présent la direction de Bouygues, la direction de Nexity, la direction de Gecina. Les 3 ont dit, avec ça, effectivement, on sait qu'on n'a pas le choix. Ok. Michael Lalande et Gilles Ngola, je ne vous oublie pas, hein, je reviens vers vous tout à l'heure parce que vous n'avez pas beaucoup parlé par rapport aux autres. J'ai pas les temps respectifs, mais je pense que c'est le cas. Michael Lalande, à la French PropTech, vous avez bien entendu des partenaires promoteurs qui vous donnent les tendances, l'évolution de leurs offres. Qu'est-ce qui évolue justement au niveau de ces offres concrètement, en quelques mots? Qu'est-ce que vous voyez de nouveau là en 2021? Alors effectivement, on avance énormément puisqu'on a des partenaires forts au niveau de la promotion ou de l'aménagement du territoire. Donc on peut voir, et au même titre que Emmanuel, enfin on partage le même avis aujourd'hui sur la prise de conscience de ces acteurs immobiliers, sur la nécessité d'évoluer. Parce que si je vais même un petit peu plus loin que toi, Emmanuel, et sur les infrastructures d'IRVE, donc sur les bornes de recharge électrique, aujourd'hui, c'est la responsabilité du promoteur de staffer le réseau.
Donc ça veut dire que quand vous devez, voilà, ou du syndic, si c'est de la réhab. Donc ça veut dire que s'il faut rajouter tel boîtier électrique, non, le concentrateur là, ouais, mais tu sais le générateur là, Enedis, là, je sais plus comment ça s'appelle. Le transfo, voilà. En fait, ça fait partie de la responsabilité. Oui, vous avez compris que je suis pas électricien. Et mais par contre, ça, c'est un coût. Et ça, c'est dans le budget. Aujourd'hui, un transfo, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros que le promoteur va devoir s'absorber. Parce qu'il a cette responsabilité vis-à-vis de la métropole, vis-à-vis de ce qu'on appelle aujourd'hui le smart grid, donc avec Enedis ou les fournisseurs d'énergie. Et ça, aujourd'hui, les promoteurs l'ont vraiment pris en main parce que un autre chiffre pour alimenter Emmanuel, l'année dernière, c'est 27% des immatriculations neuves qui ont été faites sur des véhicules électriques. Donc ça veut dire que maintenant, c'est une bagnole sur 3 qui sort en électrique. Et quand vous avez les plus grands industriels mécaniques, enfin automobiles mondiales, qui vous disent que d'ici 2050, ils ne feront plus de thermique, quand tu sais que le prix d'un moteur, c'est que ça démontre en fait là où on va. Et ça, on parle de l'énergie, qui est le point d'entrée, mais derrière, les promoteurs travaillent beaucoup sur la mobilité, effectivement, mais le stationnement, qui est de plus en plus cher et qui dérégule les achats, parce que quand vous achetez un appartement à 200 000 euros et que vous avez 50 000 euros de place de parking, c'est plus le même achat. Et donc, il y a des familles maintenant qui se posent la question de se dire, j'achète un T3 avec 2 places de parking ou un T4 avec une seule place. Et ça, c'est une réalité. Donc, on va avoir toutes les notions de relation avec le syndic qui ont évolué, parce que votre métier, cher monsieur, si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas le faire. Et souvent, les gens gueulent après le syndic en disant « j'ai l'ampoule qui n'est pas changée, machin ». Mais le syndic n'est même pas au courant. Le digital, le numérique, ça permet de faire ça. Et ça permet de créer cette relation et cette interactivité. Et ça, les promoteurs le prennent aussi en condition, en phase amont. Donc ça veut dire que le bâtiment est ready, enfin est Internet ready, entre guillemets, connectivité ready, et ready to service, voilà, et pour utiliser le vrai terme déposé, et à côté, elle va être service ready. Et là, on va faire évoluer. Donc, et ça, les promoteurs, les aménageurs, les syndics, les bailleurs, enfin toute cette chaîne, enfin je pense, et je pense qu'Emmanuel ne contredira pas, ont quand même en 3 ans évolué d'une manière assez exponentielle. Ok. Gilles, il y a aussi une tendance de lien, de création de liens entre écologie et numérique. Je crois que il y a une initiative, vous travaillez sur le zéro déchet avec la ville de Montpellier pour inciter à des éco-gestes dans le logement. Vous pouvez expliquer un peu cette initiative ? Oui, alors comme je le disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est de combiner une transformation numérique, mais aussi une transformation écologique de la ville. Souvent, il peut y avoir d'ailleurs une forme de contradiction entre les deux mots, entre le numérique et l'écologique, puisqu'il y a un enjeu de sobriété numérique aujourd'hui, essayer de faire en sorte de moins gaspiller, ne pas surutiliser, ne pas faire de la surenchère en matière de technologie, aussi bien dans les matériaux utilisés que dans leurs usages. Or, on sait aujourd'hui que 4% à peu près des émissions de gaz à effet de serre proviennent directement du numérique aujourd'hui. Et donc, il y a effectivement à la fois une nécessité de faire un numérique plus responsable et aussi d'accompagner l'ensemble des filières vers une forme d'éco-responsabilité. Et donc vers une économie que tout le monde connaît, l'économie circulaire, c'est-à-dire où on va effectivement analyser l'ensemble du cycle de vie de chaque produit, de chaque technologie, de chaque élément qui va être produit. On a des collègues, par exemple, qui sont aux mines d'Alès, qui travaillent sur ces questions de cycle de vie des produits et qui travaillent avec nous sur les robots autonomes de livraison, une expérimentation qui est faite à Montpellier en particulier. Et donc, l'un des enjeux, c'est effectivement d'aller vers une économie circulaire, de comprendre un petit peu tout ce cycle de vie du produit, et puis aussi d'optimiser l'utilisation de ces objets et leur réemploi. Et donc, on travaille effectivement dans une logique de zéro déchet, à la fois sur le réemploi du verre avec Hawk Consigne. On travaille également sur le réemploi des contenants utilisés pour la livraison à domicile avec une entreprise qui s'appelle Loopit sur Montpellier. Et la métropole, évidemment. Et on travaille aussi sur le réemploi des matériaux du bâtiment.
avec une société qui est hébergée au pôle Réalis, qui s'appelle Caprionis. Et on essaie de savoir véritablement comment les individus perçoivent finalement ces initiatives en matière de zéro déchet et de quelle manière ils sont sensibles aux questions de réemploi. Et bien sûr, lorsqu'on parle de numérique ou de matériel, aujourd'hui, il y a cette question de la réutilisation de tous ces matériaux. On a entendu parler tout à l'heure de démolition, réhabilitation, etc. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait de tous ces bâtiments que l'on change, que l'on modifie, et dans quelle mesure peut-on les réemployer? Et donc, on est en cours de collecte de données, justement, auprès de personnes grand public dans les métropoles françaises pour savoir un petit peu leur réaction par rapport à ces initiatives en matière de réemploi et d'objectifs zéro déchet. Amaury, justement sur cet enjeu du digital consommateur, enfin, j'y vois presque une contradiction, parce que d'un côté, on dit que le digital est consommateur de ressources d'énergie, bon ça d'accord, évidemment, mais Gilles a rappelé les chiffres, et puis d'un autre côté, le digital devient un driver de la consommation d'énergie, enfin d'efficacité énergétique. Enfin, il n'y a pas une contradiction là-dedans? Vous pouvez m'aider à y voir clair, à nous aider? Effectivement, tu parlais tout à l'heure de sobriété. Nous, on est persuadé qu'un bâtiment peut être créateur d'externalités positives dans un écosystème. Et donc, c'est-à-dire pour créer des externalités positives, c'est-à-dire que le bâtiment, il va irriguer, il va apporter de la valeur dans un écosystème sans forcément attendre en retour quelque chose. Et pour pouvoir créer des externalités positives, il faut être généreux. C'est-à-dire que le bâtiment doit offrir ses données, doit partager ses données avec l'écosystème de manière... Alors, on parlait de mutualisation des réseaux. Aujourd'hui, il est inutile d'ajouter des capteurs intelligents quand on a déjà les données quelque part. Donc, la mise en commun, la mutualisation finalement des données au niveau d'un bâtiment, au niveau d'un quartier, ça va permettre justement d'éviter cette surenchère technologique qui va apporter des capteurs supplémentaires qui eux-mêmes vont consommer de l'énergie. Donc on voit que la première réponse, en tout cas à votre question, c'est de faire en sorte que quand on a déjà un capteur, quand on a déjà une donnée quelque part, c'est de pouvoir la récupérer. Et donc l'enjeu principal, c'est la générosité. C'est de se dire, ok, nous sommes tous des acteurs responsables, et donc pour être dans cette sobriété heureuse, pour changer un peu le modèle de consommation, il faut qu'on soit capable de partager, d'échanger, de mettre à disposition gratuitement, gracieusement, pour pouvoir créer des externalités positives. Autre élément, et on le voit cette fois-ci avec la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, on se projette là pour nos enfants, on se projette sur un objectif de neutralité carbone en 2050, et donc il faut que le numérique bien programmé, bien paramétré, puisse réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental. Il faut finalement que la consommation énergétique générée par ces objets soit, inférieure aux gains, aux économies que l'on va générer au niveau de la ville, au niveau du bâtiment, etc. Donc on a vraiment deux aspects. On a la non-surenchère technologique avec la surinstrumentation qui va générer de la consommation carbone, et de l'autre côté, un numérique bien paramétré qui va permettre de créer de la valeur dans un écosystème et qui va aussi réduire l'empreinte carbone dans cet écosystème. Si je peux réagir, effectivement, il y a la dimension écologique, mais il y a aussi la dimension sociale, qui est extrêmement importante, puisqu'on sait, ne serait-ce que sur Montpellier, qu'il y a énormément de logements sociaux, qu'il y a quand même une pauvreté qui est assez importante. Et donc, le risque en poussant la technologie, c'est effectivement d'accroître à la fois les fractures numériques, mais aussi d'accroître les fractures sociales et de nuire à l'inclusion numérique, mais aussi à l'inclusion sociale d'une partie de la population. Donc, je crois que lorsqu'on parle d'externalité, il faut regarder effectivement les externalités en matière d'écologie, mais aussi en matière sociale. Et ça, c'est un élément clé. Sinon, on va se retrouver effectivement face à un potentiel refus social de ces technologies que l'on souhaite pousser, parce qu'on n'a pas suffisamment anticipé les craintes, les peurs qui existent vis-à-vis des technologies. C'est l'idée du Big Brother, c'est l'idée d'une fracture numérique qui risque de s'accroître. Et en d'autres termes, lorsqu'on a, il y a quelques années, fait une étude sur
les smart cities, la smart cities idéale pour les gens, c'est pas une smart city connectée d'ailleurs. D'ailleurs, le terme de smart city est de moins en moins utilisé, et on va parler de villes bienveillantes, de villes durables, etc. Et donc, ce que les gens veulent, ou résilientes, ce que les gens veulent, c'est une ville verte, en fait. Ils veulent la campagne dans la ville. Et ensuite, la technologie, c'est quelque chose qui peut leur permettre, par contre, de faciliter leur vie, de mieux gérer leurs soins, de mieux gérer leur mobilité. Mais attention à une chose, c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit réservé à une élite qui soit capable de se payer finalement ces technologies, ces bâtiments, en laissant de côté toute une partie de la population qui ensuite peut conduire aux refus sociaux que l'on a vus il y a quelques mois. Hein. Abdel, vous voulez réagir là-dessus? Alors moi je voulais juste réagir sur ce que disait monsieur concernant les bornes électriques. Ouais. Alors jusqu'à présent... Bon, on découvre un peu ça, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne connais pas les délais 3 ou 10 ans pour une installation totale, mais aujourd'hui, 7 à 8 résidences sur 10 dans l'ancienne, ça fait l'objet d'une résolution lors des AG. Donc voilà, il y a eu une évolution très importante à ce niveau. Concernant le numérique, tout à l'heure, tu disais quelque chose de très important. Si les résidents, les occupants sont demandeurs de technologie, nous, professionnels aujourd'hui également, et l'information, quand on veut une information en temps réel, eh bien, nous l'avons aujourd'hui. Une ampoule cassée, une fuite d'eau, etc., nous l'avons en direct. Donc aujourd'hui, nous qui étions totalement réticents à la technologie, aujourd'hui, nous en sommes demandeurs, puisqu'il y a un confort pour tous les professionnels. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de digitalisation des processus. On s'est engagé quand même sur une démarche de désintermédiation où justement l'utilisateur va pouvoir avoir un ensemble de processus, gestion d'incidents, gestion de problèmes, gestion de demandes, qui vont être fluidifiés, qui vont être accélérés, qui vont nous permettre d'avoir un retour en temps réel sur ce qui a été fait, ce qui ne fonctionne pas, et des informations sur un tableau de bord finalement du bâtiment. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et à forte valeur ajoutée au niveau du digital. Et il faut vraiment bien l'avoir en tête, ce processus, il est vraiment multidimensionnel. Il y a une évolution, il me semble, de l'offre matérielle vers une offre de service. On est de plus en plus vers des couches servicielles. Messieurs, vous vouliez Michael Lalande ou Emmanuel Mouton ou Emmanuel François? Si je peux réagir là, par rapport à ce qui a été dit. Donc tout d'abord, effectivement, je reprécise sur les bornes de recharge parce que c'est un sujet qui est quand même clé puis qui concerne tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, et ça c'est ce qu'on met en avance avec R2S for Mobility, c'est grâce au numérique, c'est une externalité positive. On va éviter de surdimensionner les infrastructures. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de mettre un pour un, c'est-à-dire un résident, une borne, parce qu'on reste encore dans un schéma de propriété, eh bien là, on va être dans un schéma de commun, un schéma de partage. Et donc, on arrive tout de suite à 0,4. C'est-à-dire qu'on divise, enfin, on réduit de 60% les infrastructures. Et sinon, ça ne sera pas acceptable par l'usager. Parce qu'à la fin, il va devoir payer un abonnement EDF bien supérieur et il va y avoir des travaux énormes pour redimensionner l'infrastructure énergétique. Et ça, aujourd'hui, on n'en parle pas parce qu'en fait, pour l'instant, c'est une personne ou deux personnes pour une résidence. Donc, ça passe inaperçu. Mais quand tous vont vouloir leur borne, et c'est ce que je dis, c'est que ça va commencer dans 3 ans, là, il y aura ce problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas le choix. Ensuite, par rapport à la réflexion de numérique ou plutôt de ville inclusive. En fait, c'est vrai, il y a une chose quand même qui est importante. Moi, je souhaiterais retourner à la ville du Moyen-Âge, sans numérique, sans rien. Mais à l'époque, on était combien de personnes? 1 milliard, même pas. Aujourd'hui, on arrive à 10 milliards. Donc, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'en fait, on doit aller vers cette notion de partage, de mutualisation. Et je pense que le numérique va permettre de créer ce lien social. Je vous donne des exemples. Tout à l'heure, je vous ai parlé de partage de commun. Eh bien, moi, j'ai cette vision, mais ce n'est pas une vision qui est uniquement Emmanuel François. C'est que si on parle des réseaux, les réseaux vitaux qui alimentent une ville, eau, énergie, déchets, on est aujourd'hui sur une approche centralisée. Eh bien, c'est fini. C'est fini parce que c'est plus jouable. C'est plus jouable, on ne peut plus tout piloter en centrale. Il faut du local.
ne serait-ce que pour l'eau. On voit bien que pour l'eau, il y a un problème majeur avec des fuites d'eau de 20% dans les villes, 40% dans le rural. Il faut maintenant penser à avoir des réserves d'eau au niveau local qui vont permettre du retraitement local, qui vont permettre aussi de gérer les inondations, parce qu'on voit bien que le cycle de l'eau est en train de changer. Et ça ne peut se faire qu'avec le numérique. Idem pour les déchets. Si on parle de retraitement des déchets, de consignes, de traçabilité des déchets, ça passe par le numérique. Donc on voit bien que tout ça, c'est en cours. Et si on va vers ce local, eh bien en fait, on est en train de réinventer le puits artésien du Moyen-Âge. Le puits artésien où chacun allait le jour et parlait à son voisin. Eh bien c'est ça. Et on recrée ce lien social. Et en plus, ce que je vous dis, c'est que les usagers vont être impliqués dans l'exploitation de ces ressources et vont être amenés même, si c'est possible, à investir dans ces communs. Et donc, ils seront encore plus responsables. Donc, je pense qu'en fait, vous voyez, on est en train de changer de modèle. Après, je vais lancer le débat parce que l'idée, c'est de dire, ça a un coût, cette infrastructure numérique. Ça a un coût. Comment on la finance? Comment on la finance? C'est vraiment le sujet. Et avec Amaury, on a effectivement réfléchi sur des modèles. Si ça vous intéresse, on pourra vous donner. Mais c'est clair qu'on sait aujourd'hui que dans les 3 ans qui viennent, on peut déployer sans coût pour l'usager cette infrastructure numérique qui va permettre l'inclusion sociale, qui va permettre à tout résident d'avoir le numérique. Parce que je rejoins M. Ngola, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de fracture. Et la première fracture, c'est la fracture numérique. Pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, effectivement, l'une des bases du digital, c'est la mutualisation, évidemment, puisque c'est le partage des ressources. Nous, on travaille beaucoup et sur Idealis. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Nous, cette année, c'est 10 000 logements connectés qui ont été vendus. On en a déjà livré plusieurs milliers. Donc aujourd'hui, ces retours d'expérience, on les a. Et je parle même pas sur les bâtiments R2S qui poussent maintenant comme des champignons. C'est vraiment cette évolution qui fait que cette réflexion sur la mutualisation et surtout sur l'économie circulaire dont vous parliez, Gilles, c'est une réalité. Mais c'était une réalité quand j'avais 5 ans déjà, dans les quartiers. Enfin, moi, je suis un pur fils du centre-ville. On fonctionnait au niveau du bâtiment, on connaissait les voisins, on connaissait le commerçant en bas. C'est ça, quand vous parliez d'une ville verte, d'une ville humaine, en fait, c'est une ville qui est basée sur des relations. Et plus le métro boulot dodo qu'on a connu dans les années 80 de la Défense jusqu'à Neuilly, enfin c'était plus possible. Et ça en fait aujourd'hui le digital, les infrastructures permettent de le faire et d'une manière mutualisée. Je terminerai juste sur un élément, c'est que à l'époque où le bâtiment était figé, où c'était un produit constructif, c'était un centre de coût. Donc un coût pour l'occupant, pour le propriétaire, pour le syndic, pour le tout, c'était un centre de coût. Aujourd'hui, avec ces technos, on peut le transformer en centre de profit. Et c'est exactement ça qui va faire la différence. C'est pas comment les gens vont se payer ce service, puisque quoi qu'il arrive, ce service a un prix. Donc, comme les voitures aujourd'hui, elles coûtent 2 fois plus cher que les bagnoles il y a 20 ans, parce que maintenant, vous avez le GPS, vous avez la clim, même si les gens l'ont pas demandé, c'est comme ça. Et bien là, c'est pareil. Donc, ça veut dire que ce prix, à un moment donné, il va falloir l'absorber. Et c'est là où, comme le dit Emmanuel, on va générer des nouvelles recettes. Et ces recettes, elles vont être basées sur de la mutualisation et sur de la coopération et une vision communautaire des gens. Et c'est ce qu'ils attendent en plus. Des produits au service, enfin des produits avec des en couches, fait, c'est pour ça, en fait. servicielles, Exactement. C'est-à-dire que comme le produit est devenu un service, ce service va être consommé, il va être partagé et du coup, il va être amorti par l'ensemble de la communauté. Mais la ville de demain, quoi qu'il arrive, sera une ville commune. Il nous reste 10 minutes, excusez-moi, alors très court. Très court, non, mais sur l'inclusivité, on voit qu'on a on a une crainte ou un désaveu sur les corps intermédiaires. On l'a vu par exemple la crise des Gilets jaunes, on l'a vu récemment avec les élections des week-ends derniers. Donc on voit que la désintermédiation va permettre de mettre le citoyen au cœur d'un nouveau processus et va lui faire comprendre qu'il a capacité à interagir avec le système. Les crises, les multiples crises auxquelles on assiste aujourd'hui, donc gilets jaunes, défiance vis-à-vis d'un système politique, finalement est liée au fait qu'on passe par des intermédiaires qui ne portent pas notre parole.
Le digital, sa promesse principale, c'est de dire on va désintermédier et on va mettre le citoyen au cœur de ce dispositif, et en ayant la capacité d'interagir avec la ville, avec le quartier, avec le grid, avec ses voisins aussi, parce qu'aujourd'hui on n'interagit plus avec ses voisins, avec ses commerces, eh bien on va remettre le citoyen au centre de ce dispositif et on va rendre le digital attractif, et ça va devenir un nouveau moyen de mise en relation des parties prenantes. Emmanuel Mouton, les futurs appels d'offres, parce qu'on parle beaucoup de ce qui pourrait être fait ou de ce qui devrait être fait, mais concrètement, est-ce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de lots qui sont identifiés sur la partie Smart Building, c'est vous-même, je crois, qui me le disiez, Amaury. Enfin, je vous pose la question, Emmanuel, vous pouvez réagir aussi les uns et les autres. Les futurs appels d'offres devront-ils intégrer comme critère de sélection, comme l'un des critères de sélection, pas le seul, bien sûr, cette notion d'utilisation de l'outil numérique? D'après vous, vous allez me dire oui, bien sûr, mais pourquoi? Oui, pourquoi quoi? Oui, pourquoi, et oui, pourquoi vite quoi? Et surtout comment aussi. Oui, ils vont intégrer obligatoirement, parce que la donnée va être l'élément essentiel donc de valorisation et d'usage. Si on veut mettre en place tout ce qui a été dit avant, c'est-à-dire mesurer finalement un retour sur investissement, avoir donc des données sur la qualité d'eau, la consommation, réduire les fuites de 40%, amener du service derrière, il faut partager. Et pour partager, donc ces appels d'offres doivent intégrer cette notion donc de normalisation de la donnée, de mutualisation de cette donnée. Donc c'est les appels d'offres issus de la collectivité, de l'aménageur, du promoteur, et ainsi de suite en cascade, d'arriver jusqu'à l'installateur qui doit installer des produits et des actifs qui sont compatibles finalement avec toute cette chaîne-là. Donc les appels d'offres intègrent. Je voulais juste revenir aussi que dans les appels d'offres, ce que je vois, ce que je perçois moi dans les appels d'offres des Smart Cities ou des territoires intelligents, maintenant plutôt, je suis d'accord, parce que là c'est même ça élargit, pas que les villes, je suis plutôt sur les campagnes même aussi. On voit aussi l'enjeu environnemental. Et on parle beaucoup de capteurs et donc de numérique. Et bien, ce numérique responsable, que ce soit sur des capteurs qui soient recyclables, qui consomment peu, qui ne soient pas avec des batteries, qui soient sans batterie, toute cette technologie, elle est là. Sauf que forcément, on va pouvoir bouger si les donneurs d'ordre sont au courant que c'est possible et de l'intégrer dans leurs appels d'offres. Et ainsi, ça va faire évoluer dans un cercle vertueux l'usage donc du numérique. Après, je veux dire, le numérique, on dit souvent, il consomme beaucoup d'énergie, mais il a évolué lui aussi énormément depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'avant, il fallait, pour rafraîchir des serveurs, beaucoup d'énergie. Maintenant, des serveurs, ils sont en température ambiante, ils consomment beaucoup moins. Et donc, le niveau de stockage... donc, on a des solutions technologiques, en tout cas, pour aller vers ce numérique responsable. Gilles ? Oui. Il ne s'agit pas, bien sûr, de faire de la technologie bashing. La technologie est utile. D'ailleurs, on a travaillé un petit peu sur la déconsommation. S'il y a un poste de déconsommation que les gens refusent totalement, c'est la déconsommation numérique. Ils ont tous besoin du numérique. On est tous des gros utilisateurs. Et le numérique nous rend des services tous les jours. Et heureusement qu'on avait le numérique pendant la Covid, sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait? Donc, évidemment, il ne s'agit pas de rejeter le numérique. Ce que nous essayons de faire au travers de la chaire, c'est de poser un regard critique en pesant justement les externalités positives et négatives de ce numérique, et en essayant de penser l'innovation urbaine de manière différente, c'est-à-dire en ne faisant pas de l'innovation urbaine ou de la technologie pour les gens, mais de faire de la technologie avec les gens, ce qui est complètement différent, c'est-à-dire qu'on doit intégrer en amont même de la conception des produits, des services et des technologies, les habitants pour co-concevoir effectivement ces différentes offres. Et bien sûr, pour des questions financières ou des questions de vitesse, d'accès rapide au marché, souvent ce sont des phases qui sont un petit peu faites rapidement, je vais dire. Et donc, il arrive à un moment, finalement, quelquefois, un refus ou des difficultés lorsqu'on se retrouve dans des bâtiments avec des conseils syndicaux qui ne l'entendent pas de cette oreille. Voilà. Donc, je crois que c'est un enjeu, je pense, fondamental de vouloir innover. Oui, ça, c'est une obligation. C'est quelque chose qui va apporter énormément de bénéfices. Mais en même temps, il faut innover avec plutôt que simplement pour. Trois enjeux importants pour conclure cette table ronde. Trois enjeux que j'ai identifiés au fil des échanges que j'ai eus avec vous. L'interopérabilité, la gestion
commune des données, la standardisation. Peut-être je me trompe, mais enfin, il me semble que ça revenait beaucoup dans les interviews. Emmanuel François, peut-être, en quelques mots, l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est un vrai sujet. Et c'est ce qui nous a amené à créer la SBA il y a 8 ans, parce que chacun y allait de sa solution. Ouais. Mais c'est toujours le cas ou ça... Enfin, on en est où en fait? C'est un peu mieux, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai vu effectivement que chaque industriel ou chaque équipementier venait avec sa solution, avec son protocole propriétaire, son système, ou éventuellement s'entendait avec son petit copain pour apporter une solution ficelée, je me suis dit, mais on va dans le mur. Et de l'autre côté, le gouvernement, les institutions veulent pousser le numérique, etc. Mais ça va être pire que pour le photovoltaïque. Parce qu'on va avoir une arnaque gigantesque et à la fin, l'usager ne sera pas content. D'ailleurs, je donne un exemple, mais maintenant ils ont corrigé le tir. C'est Lyon-Confluence qui a été le premier quartier intelligent. Et en fait, ça s'est fait sans les usagers et avec des industriels uniquement. Et on ne parlait pas d'interopérabilité. En l'occurrence, d'ailleurs, c'était Toshiba qui est reparti depuis. Et donc, c'est le chaos. Vous voyez, donc, parce qu'effectivement, les solutions sont propriétaires, etc. Donc, en fait, cette notion de standard et d'interopérabilité et d'ouverture des données, c'est fondamental. Nous, à la SBA, il y a un mot clé, c'est API. Et un promoteur immobilier, aujourd'hui, il doit avoir ça en tête. C'est ce que je dis à tout PDG de grandes entreprises et notamment de promoteurs. Il faut que vous maîtrisiez les API. C'est ça qui crée cette interopérabilité entre les systèmes. Maintenant, si vous voulez, il y a un sujet qui est majeur. Il y a 15 ans, on parlait de tout cloud parce qu'effectivement, les composants électroniques n'avaient pas assez de taille mémoire. Maintenant, on parle de edge. Ça veut dire que les traitements des données avec de l'intelligence artificielle se fait localement. Et ça impacte complètement le numérique et la gestion des données. On était hier sur une gestion girondine, avec par exemple le Linky, avec le Gaspard, etc. C'est-à-dire, je prends les données, je les garde, et puis je vais vous distribuer les données que vous avez besoin quand vous voulez. C'est vos données pourtant. Mais effectivement, ça, on ne pouvait pas faire autrement. Maintenant, c'est has-been. Et ces données, elles doivent être locales. Et en fait, maintenant, si on devait refaire ces compteurs intelligents, eh bien, on dirait, vous faites des compteurs très simples, qui ne coûtent pas cher, et vous allez simplement aller chercher les données qui sont sur le bâtiment, à l'échelle du quartier, et vous allez opérer les services qu'on vous aura demandé de faire. C'est ce que j'appelle une gestion girondine et non pas jacobine. C'est fondamental. Et c'est comme ça qu'on va adhérer le citoyen. Si le citoyen sait que ces données sont les siennes et qu'il en a la gouvernance et qu'il les donne à un tiers de confiance, qui lui contractualise avec des opérateurs de services, les énergéticiens, les opérateurs d'eau, les opérateurs de services à domicile, etc. Parce que sinon, ça peut générer sinon, soit de la suspicion, soit de la frustration, soit de la non-utilisation des services qui sont mis en place. Pour moi, c'est le sixième défi planétaire qui est le plus terrible. C'est un défi éthique, où on perd totalement notre liberté individuelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai de l'énergie, parce que pour moi, je me pense que dans les 5 à 10 ans qui viennent, si on n'a pas mis en place ces conditions, eh bien là, c'est effectivement, on est dans le mur. Et c'est effectivement planétaire. Alors il y a des peuples qui effectivement l'acceptent plus ou moins. La Chine, par exemple, là, aujourd'hui, ils sont dans cette approche-là. Ils l'acceptent. Je ne sais pas s'ils l'acceptera longtemps. Mais il est hors de question, je le dis ici, hors de question qu'en France, en Occident, en Europe, on aille dans ce schéma-là. Et c'est un message également à nos politiques qui n'ont pas forcément compris. Vous parlez des politiques, justement, on va conclure là-dessus. La loi. Non, mais vous pouvez garder le micro. Non, j'essaye de poser les questions, mais ça ne veut pas dire que je demande de quitter le micro, de rendre le micro. La loi climat, vous parliez des politiques, la loi climat, elle est à la hauteur, elle répond à ces enjeux, vous avez un regard un peu critique là-dessus. Oui, j'ai un regard critique, elle part d'une bonne intention. Mais effectivement, dans cette loi climat, le numérique n'est pas pris à la hauteur de ce qu'il est, avec cette notion de transversalité. Et donc, par exemple, pour la partie énergie, on dit que c'est un opérateur qui va gérer toute la problématique énergie et the job is done. Ben non, il n'est pas done. Ça ne marchera pas. Et puis effectivement, il y aura la problématique de pilotage au niveau local. Donc en fait, aujourd'hui, cette loi climat, elle n'intègre pas justement le numérique à sa hauteur, à sa quintessence, avec une approche transversale, systémique, qui permet justement d'aller chercher les externalités positives plutôt que d'avoir une approche verticale où on dit c'est un tel qui gère ça et ça va le faire. Donc en fait, on est hors jeu.
Merci. Abdel, peut-être un futur pour conclure, puisque là ça va faire 1 heure, un thème tout trouvé pour un futur dîner-débat du Cobati Montpellier Méditerranée, peut-être. Nous sommes équipés en promoteurs. Je voulais juste rebondir sur votre question concernant est-ce que ça doit figurer dans les appels d'offres. Mais c'est nécessaire, c'est impératif, au risque de se retrouver avec les résidences des années 70 aujourd'hui. Et au-delà de la fracture numérique, nous accentuons la fracture sociale. C'est impératif, cela doit figurer. Le numérique aujourd'hui est indéniable. Voilà. Merci beaucoup. Merci messieurs pour cette heure d'échange. Merci à toutes et à tous pour votre attention et sur Internet aussi, bien sûr, pour être aussi nombreux et nombreux à nous suivre. Place maintenant au rendez-vous d'affaires et aux ateliers démo. C'est pas fini, bien sûr, c'était juste un lancement. Tout se déroule en ligne et en présentiel pour cette séquence. Visitez et venez échanger avec la vingtaine d'offreurs de solutions pour l'immobilier et le bâtiment de demain. Je rappelle l'URL de la plateforme en ligne, c'est businessmaker.depan-connect.fr, businessmaker.depan-connect.fr. Pour les chanceux avec nous en présentiel, vous retrouvez le QR code à l'arrière de votre badge pour accéder directement à la plateforme. Ça, c'était la petite info pratique. Et on se retrouve donc, nous, pour notre part, tout à l'heure à 14h30 pour le Labimo avec Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, sur le thème, je rappelle, ZAC, quartier prioritaire et du numérique, aussi numérique, certification, le modèle montpelliérain. Merci encore et à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.